La répression des manifestations est meurtrière. Plusieurs centaines de décès selon les ONG, des milliers même. Leur nombre est difficile à recouper puisqu'Internet est bloqué et toute communication est impossible. L'ONU se dit horrifiée. Parallèlement, Donald Trump veut intervenir sous couvert de soutien aux manifestants. Et fort de la capture de Nicolás Maduro, le président américain semble vouloir faire de même, faire tomber les mollahs de force. Et les manifestations contre le régime iranien évoquent pour beaucoup le retour de Reza Pahlavi. Mais qui est-il ? Le fils de l'ancien Shah d'Iran, celui qui a utilisé une police secrète ultra-violente pour faire taire ses opposants. Alors remplacer un régime autoritaire par un autre, est-ce vraiment la solution ? On en parle justement avec notre invité Quentin Muller, journaliste reporter, spécialiste du Proche-Orient. C'est parti. Quentin Muller, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Internet est coupé, la communication est très très difficile, mais est-ce que vous avez des informations qu'aux médias on n'aurait pas ? Bien, c'est difficile, hein, vous l'avez dit. Moi, je travaille normalement avec une correspondante iranienne depuis plus de 10 ans. On avait commencé à travailler ensemble en 2015 quand j'étais allé en Iran, et puis une deuxième fois en 2017 et 2018 quand j'y suis retourné. Donc c'est une superbe journaliste qui s'appelle Touba. Depuis... Comme je ne suis plus retourné en Iran, eh bien, elle m'envoie ces reportages que moi je traduis donc depuis plusieurs années. Donc on a une collaboration qui s'étend sur plusieurs années. Elle est correspondante pour La Croix, elle est correspondante pour un média en Suisse qui s'appelle Le Temps aussi. Donc c'est une journaliste extrêmement qualifiée et qui est très courageuse, qui fait ça, qui écrit sous pseudo. Ce n'est pas une journaliste encartée, donc elle n'est pas limitée dans le choix de ses sujets. Et depuis depuis la coupure d'Internet, eh bien, ça fait depuis quelques jours que je n'ai plus de ses nouvelles. Donc, je ne sais plus ce qui se passe. Mais les derniers reportages que j'ai traduits d'elle, c'était une répression tout azimut sur le mouvement étudiant. Donc, elle était allée sur plusieurs campus de Téhéran et elle avait rencontré des étudiants qui avaient été séquestrés plusieurs heures parce qu'ils avaient osé manifester au sein du campus universitaire. Donc, c'était un peu ça les dernières informations que j'ai eu venant d'elle. Oui, il y a un massacre qui se passe actuellement. Malheureusement, on n'a pas les images, mais on va essayer de contextualiser. Rappelez-nous comment est née justement ces manifestations. Oui, c'est parti du Grand Bazar de Téhéran et d'un petit centre commercial à côté, des vendeurs de téléphones. En fait, il faut savoir que le Grand Bazar, c'est des gens qui sont des grossistes, qui vendent des marchandises, tout type de marchandises, nourriture, matériel, enfin il y a un peu de tout quand on va au Grand Bazar de Téhéran. Et ces marchandises, ils les vendent dans l'Iran entier. Et en fait, tout simplement, les gens du Grand Bazar, les prix, l'inflation était telle, donc plus 50% depuis décembre, que ils vendaient à perte, quoi. C'est-à-dire que les prix augmentaient tellement qu'ils pouvaient pas vendre et qu'en fait, ils faisaient aucun bénéfice et même ils perdaient de l'argent. Donc, ils ont commencé à tirer les rideaux et à manifester. Et ça, c'était un peu une grande première en Iran. Je ne crois pas qu'il y ait eu des mouvements comme ça dans l'histoire, en tout cas de la République islamique, où les grands commerçants du bazar iranien protestaient cette fois contre le système, contre le gouvernement. Donc ça a été une grande première. Et ensuite, évidemment, cette contestation économique s'est répandue un peu dans tous les cercles et c'est devenu une contestation politique parce que de toute façon, ce qui se passe, la situation économique découle du système politique. Alors je voulais rajouter qu'il y a eu quand même une inflation de plus de 250% sur le pain, plus de 50% sur le lait, qu'aujourd'hui le rial il vaut plus rien. Donc c'est une catastrophe, surtout. Enfin voilà. Après ça, ce sont des conséquences. Les conséquences sont politiques parce qu'il y a aussi des sanctions économiques très très dures infligées par l'Europe et par les États-Unis qui pèsent énormément sur le peuple. Hein. D'ailleurs plus que sur les élites qui sont aux manettes.
Malheureusement. Alors avant de parler de Trump qui veut intervenir, ces manifestations, d'abord économiques, après anti-Mollah, évoquent beaucoup le retour de Reza Pahlavi, en tout cas les manifestations qui sont hors Iran. Je parle de celles aux États-Unis ou celles à Paris samedi dernier. Pour comprendre qui est Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, c'est le fils du dernier Shah d'Iran, qui est décédé après son exil en Égypte. Donc son fils a vécu en Iran, je dirais, ses 15 premières années, jusqu'à ses 18 ans, il me semble. Ensuite, il est parti en exil avec son père en Égypte, et ensuite il a voyagé aux États-Unis, où il est devenu un citoyen américain. Aujourd'hui, c'est un businessman qui fait des affaires à Los Angeles. Il est d'ailleurs très fier de ses affaires. C'est quelqu'un qui parle le persan et qui n'a plus vraiment de lien avec l'Iran depuis un moment, puisqu'il est persona non grata là-bas depuis un moment. Politiquement, il est proche des cercles trumpistes, donc c'est quelqu'un qu'on peut associer à l'extrême droite américaine. Il est fasciné par le Trump, par Elon Musk, par tout cet univers-là qui est né dans le sillage de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump lors de son premier mandat. C'est quelqu'un aussi qui est conseillé par toute cette sphère-là. Il a des conseillers qui sont épouvantables, m'ont dit plusieurs diplomates, qui sont très mauvais et qui sont surtout dans cette idée suprémaciste. Alors lui, c'est difficile à savoir parce que quand on l'écoute, il est conciliant. Il dit que si le peuple lui accordait cela, il rentrerait en Iran et puis il organiserait des élections anticipées et que lui serait là seulement en transition et qui donnerait ensuite la main au peuple, etc. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Après, c'est difficile de lui accorder beaucoup de crédit parce qu'il a aucune expérience politique. Et surtout, est-ce que réellement, s'il revenait au pouvoir, en tout cas d'une manière transitoire, il rendrait le pouvoir politique réellement? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Sachant que son père était un grand dictateur, faut le rappeler. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un personnage qui a toujours été adulé par les Iraniens ou est-ce qu'il a le vent en poupe depuis un certain temps seulement, justement? Alors, la royauté... En Iran, on l'évoque surtout chez l'ancienne génération comme une petite nostalgie. Et c'est pas chez tous les anciens iraniens. C'est une petite nostalgie parce que c'est vrai que la vie sous le Shah d'Iran n'était pas plus simple. Il y avait des discriminations raciales, politiques. Enfin, il y avait même une répression politique forte. Mais il y avait une plus grande liberté où on pouvait plus facilement quitter le pays, voyager. Le passeport iranien était un peu plus fort, mais la vie n'était pas bien meilleure. Mais vous voyez, cette nostalgie de la royauté, vous l'avez dans beaucoup de pays moyen-orientaux où ensuite sont arrivés d'autres pouvoirs dictatoriaux. Donc forcément, cette nostalgie, elle est là, elle est présente. Chez la jeunesse, pas vraiment. Enfin, Pahlavi, Reza... Ils l'ont pas connu, donc la nostalgie... Il n'est pas vraiment connu. Ils l'ont pas connu. Et surtout, Reza n'est pas vraiment connu, à part par une partie de la diaspora qui est biberonnée par ses médias, parce qu'il a quelques médias qui le soutiennent. Ensuite, moi, de ce que je sais, les dernières news que j'ai eues de Touba, elle m'a dit que pendant les manifestations, on scandait de plus en plus le nom de Reza. Mais ça, c'était la jeunesse qui scandait ce nom-là, parce qu'ils savaient que ça emmerdait les Bassidji, les Pasdaran et les religieux qui étaient là pour réprimer les manifestations. Donc c'était plus, une provocation qu'une vraie adhésion et une vraie volonté pour son retour. Je pense que les Iraniens sont pas dupes. Ils voient que les Américains, les Israéliens ont trouvé en Reza un client potentiel pour revenir et puis pour servir les intérêts américains et israéliens. Et voilà, après c'est sûr qu'il a aussi des partisans, puisqu'il aura toujours... on peut le dire, son grand retour, s'il devait arriver, est manipulé finalement par les Américains et les totalement. Israéliens. Et puis même les Israéliens l'ont avoué. Le Mossad a dit que ses agents étaient présents dans les manifestations. Alors faut pas faire... On a vu le drapeau israélien dans les manifestations anti-Mollah à Paris d'ailleurs. Ah oui, alors ça dépend de quelle manifestation. Attention, parce qu'il y a des manifestations d'Iraniens et de féministes, etc., qui vraiment manifestent pour le droit du peuple iranien et à juste titre. Et il y a aussi des manifestations qui
soutenue par des pro-israéliens, des figures pro-israéliennes françaises, qui manifestent pour le retour de Reza. Là, attention, c'est quand même deux choses différentes qu'il faut bien dissocier. Et voilà, ouais. Alors justement, on va parler de ce deuxième pan, parler de ce deuxième débat, si ces manifestations sont manipulées par les États-Unis et par Israël. On dit souvent que l'Iran, bien sûr, est vu comme le rempart à Israël dans cette zone géographique. Si l'Iran tombait, quel serait l'avenir de Gaza ? Mais en fait, je n'ai pas mentionné quelque chose de très important pour Reza. Reza, c'est quand même quelqu'un qui a, depuis des années, des décennies, fait du lobbying auprès des présidences, auprès des gouvernements israéliens pour intervenir en Iran pour destituer ou pour déstabiliser la République islamique. Donc ça fait en fait depuis des années qu'il opère ce lobbying. Aujourd'hui, il est très proche de Netanyahou. On le voit, il a fait des voyages en Israël. On le voit avec sa femme et Netanyahou avec sa femme faire des photos. Donc, il est quand même très proche de l'appareil israélien. Aujourd'hui, si demain la République islamique venait à tomber et qu'il y aurait un changement de régime et que M. Pahlavi serait mis à la tête de en tant que président transitoire ou président sur le long terme, il y aurait une réorientation, il y aurait une ultra-domination israélienne. Déjà, elle est extrêmement présente au Moyen-Orient, la domination israélienne / le soutien des États-Unis, parce qu'Israël ne serait pas aussi fort s'il n'y avait pas le soutien américain. Mais là, il y aurait une ultra-domination, et je pense que ça créerait un tel déséquilibre qu'il y aurait de nouvelles tensions. Enfin, ça, c'est clair et net. Et puis, je pense qu'aussi, dans une grande partie du pays, Israël n'est pas populaire du tout. Et le fait qu'il y ait un président qui devienne le poisson pilote d'Israël dans la région, ça ne plaira pas à une grande frange de la population. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 13 millions d'Iraniens qui ont voté pour Saïd Jalili, qui était le candidat ultra-conservateur aux dernières élections. Donc il y a quand même 13 millions d'Iraniens qui ne pensent pas comme là les manifestants qui sont en train de manifester à juste titre contre ce système corrompu et totalitaire. Alors, est-ce que vous croyez vraiment en une intervention américaine, en tout cas d'ici quelques jours, parce que Trump n'arrête pas de multiplier les déclarations martiales, mais d'un autre côté, il dit qu'il est aussi ouvert aux négociations, donc c'est vrai qu'on a du mal un peu à comprendre. Je pense qu'il est tiraillé. Il y a sa base MAGA qui lui conseille de ne surtout pas encore intervenir militairement et s'immiscer dans les affaires du Moyen-Orient. C'est quand même un mouvement un peu isolationniste, les MAGA. Et il y a une autre partie de sa base qui est néoconservateur et qui, elle, voudrait bien avoir la tête de ce régime-là qui nargue les États-Unis depuis la prise d'otage des personnels de son ambassade. Donc, il est tiraillé entre les deux. Il a quand même dit plusieurs fois que Reza Pahlavi, ce ne serait pas forcément une bonne solution pour l'Iran et que lui, il ne voulait pas changer de régime en Iran. Donc, il est un peu prudent. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Donald Trump. Mais il doit, je pense, ménager la chèvre le chou en ce moment. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Ça va être compliqué de savoir. Mais pour l'instant, je pencherai plus pour une non-intervention américaine. Et puis il y a le lobbying israélien qui est aussi très intense derrière et qui pousse évidemment les Américains à intervenir. Oui. Donc il y a encore des choses qui peuvent se passer dans les prochains jours. Alors juste avant de conclure cette interview, est-ce qu'on peut parler de la mollesse ? Je peux utiliser ce terme, de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'ONU. On a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment comment réagir. C'est pas facile de se positionner parce qu'on a en face un régime, une kleptocratie, une dictature sanguinaire qui est indéfendable.
Et puis, d'un côté, on a le droit international qui est extrêmement qui est bafoué aujourd'hui tous les jours, hein, par les grandes puissances impérialistes. Et donc, c'est difficile pour l'Europe de se positionner. Évidemment, l'Europe est anti-République islamique. Ils ont été, les Européens, dont les Français, ont été très, très durs pendant les négociations sur le nucléaire. Donc, et puis, après, les Européens ne parlent pas de la même voix non plus. Il y a les Français qui ont leur position, les Italiens, les Allemands. Et donc, l'Europe, comme d'habitude, suit les Américains, enfin, globalement. Quentin Müller, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste reporter, spécialiste du Proche-Orient. Merci pour votre éclairage.